J'ai vécu 25 ans aux côtés d'un homme qui gardait une enveloppe. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que mon mari n'était pas celui que je pensais et que ma fille avait une sœur qui jouait à côté d'elle pendant tout ce temps. Je m'appelle Germaine, j'ai 78 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Une histoire que personne dans ma famille ne sait que je vais raconter ici, mais je dois sortir cela de ma poitrine avant de quitter ce monde. J'ai besoin que vous compreniez que parfois on vit une vie entière aux côtés de quelqu'un et on ne connaît même pas la moitié de la vérité. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose à vous qui m'écoutez maintenant. Si vous pouvez, laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère, parce que ces histoires doivent être racontées. Elles doivent servir de leçon, d'alerte, de réconfort pour quelqu'un. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, de quelle ville, de quelle région. J'aime savoir que ma voix arrive loin, qu'elle atteint des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Maintenant oui, passons à l'histoire. C'était en 1962. J'avais 21 ans et je vivais dans un petit village de Bourgogne. Un de ces villages où tout le monde connaît tout le monde, où on laisse la porte de la maison ouverte, où les nouvelles se répandent plus vite qu'un feu dans la paille sèche. Mon père avait une épicerie dans la rue principale et je l'aidais au comptoir. J'étais une jolie fille, tout le monde le disait. Cheveux noirs longs, taille fine, sourire facile. Mais j'étais une fille respectable, vous savez, de celle que la mère élevait avec une bride courte, qui ne restait pas au coin de la rue à discuter avec les garçons, qui allait à la messe tous les dimanches avec un voile. C'est un mardi après-midi qu'il est entré dans l'épicerie pour la première fois. Théodore. Quel nom différent, n'est-ce pas? Quand il s'est présenté, j'ai même ri sans le vouloir. Théodore. Quel nom est-ce? Il a fait un sourire en coin et a dit « C'est un nom de saint, mademoiselle, Saint Théodore de Cantorbéry. Ma mère était très religieuse. » Il était beau, grand, brun, des yeux clairs qui semblaient en capter la lumière, de grandes mains de quelqu'un qui travaille dur. Il avait 27 ans et venait d'arriver dans le village pour travailler à la construction de la nouvelle route qu'ils allaient à faire. Il a commencé à venir à l'épicerie tous les jours. Il achetait des cigarettes, achetait du pain, achetait n'importe quoi juste pour trouver un moyen de me parler. Mon père s'en apercevait et gardait l'œil, mais Théodore était poli, respectueux, enlevait son chapeau en entrant, appelait mon père monsieur, ne disait jamais de gros mots. En 2 mois, il avait déjà demandé à mon père de sortir avec moi. En 6 mois, il avait demandé ma main en mariage. Je me suis mariée avec lui en avril 1963. C'était un mariage simple dans l'église du village, avec une robe que ma mère avait cousue, avec un gâteau que les voisines avaient fait, mais c'était le jour le plus heureux de ma vie jusqu'à ce moment-là. Théodore me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Il tenait ma main, et je sentais que j'étais en sécurité, que j'étais protégée, que j'avais trouvé ma place dans le monde. On a loué une petite maison près de l'épicerie de mon père, 2 pièces et une cuisine. Les toilettes étaient dehors, mais c'était à nous. J'ai brodé les serviettes, fait des rideaux, planté des fleurs devant. Théodore travaillait sur la route du matin au soir et rentrait à la maison fatigué, mais toujours avec un sourire pour moi, toujours avec un baiser sur le front. On était heureux de cette façon simple que seuls ceux qui ont vécu à cette époque savent comment c'est. 3 mois après le mariage, j'ai découvert que j'attendais un bébé. J'étais tellement heureuse que j'ai pleuré toute la journée. Théodore aussi a pleuré. Il m'a serré fort et a dit « Germaine, tu vas être la meilleure mère du monde et je vais être un père qui vaut quelque chose, je te le promets. » À l'époque, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire par « père qui vaut quelque chose ». Mais je l'ai découvert des années plus tard. J'ai tout découvert. Les premiers mois de grossesse ont été tranquilles. J'avais des nausées le matin, des brûlures d'estomac, les pieds gonflés, des choses normales. Théodore était inquiet, me faisait du thé, massait mes jambes quand je me plaignais de douleur. Il semblait être le mari parfait. Tout le monde dans le village commentait. Germaine a eu de la chance, elle a trouvé un homme bien. Mais ensuite est arrivée cette semaine. La semaine qui a tout changé. C'était en octobre 1963. J'étais enceinte de 7 mois. J'étais déjà lourde, marchant lentement, avec cette envie d'uriner tout le temps que toute femme enceinte a,
C'était un jeudi matin. Théodore s'est réveillé étrange. Je l'ai remarqué tout de suite. Il était pâle, suant froid, les mains tremblantes. Je lui ai demandé s'il était malade, s'il voulait que j'appelle le docteur. Il a dit que non, qu'il était juste fatigué du travail, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a pris son café en silence. Il n'a presque rien mangé. Il regardait sa tasse comme s'il voyait un fantôme dedans. Quand il s'est levé pour aller travailler, il m'a serré d'une manière différente, d'une manière désespérée. Il a serré mon ventre avec précaution et a murmuré « Prends bien soin de ce bébé, Germaine. Promets-le-moi. » J'ai promis, mais j'ai trouvé cela étrange, très étrange. Il est sorti de la maison et n'est pas revenu. Toute la journée est passée, la nuit est tombée. Rien de Théodore. J'étais inquiète, mais j'ai pensé que peut-être le travail avait pris du retard, que peut-être la route avait eu un problème. Mais ensuite, la nuit est passée, le lendemain est passé, une semaine entière est passée, 2 semaines. Théodore avait disparu, comme si la terre l'avait avalé. J'étais désespérée. Mon père est allé au chantier le chercher. Ses collègues de travail ont dit qu'il avait démissionné du jour au lendemain ce jeudi matin. Il avait pris sa paye et était parti sans donner d'explication. Personne ne savait où. Personne n'avait rien vu. J'ai tellement pleuré ces jours-là que je suis tombée malade. Ma mère a dû venir rester avec moi parce que je n'arrivais même pas à me lever du lit. Je pensais à tout. Était-il mort? S'était-il enfui avec une autre femme? S'était-il repenti du mariage, de la grossesse, de moi? J'étais enceinte de 8 mois, attendant mon premier enfant, et le père avait disparu. Les gens du village ont commencé à parler. Les murmures ont commencé. Pauvre Germaine, Théodore doit avoir une autre famille. Ces hommes de l'extérieur ne valent rien. Mon père voulait porter plainte à la police, mais je l'ai supplié de ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi disait que Théodore allait revenir. Quelque chose disait qu'il ne m'avait pas vraiment abandonné. Je priais tous les jours. J'allumais une bougie à l'église, je demandais à Notre-Dame de ramener mon mari, et il est revenu. C'était un mardi, très tôt le matin, 2 semaines et 3 jours après avoir disparu. J'étais dans la cuisine en train de chauffer de l'eau pour faire du café quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis retournée et il était là. Mais ce n'était pas le même homme qui était parti d'ici. Le Théodore qui est revenu était maigre, sale, avec une barbe à faire, des cernes profonds. Ses vêtements étaient déchirés. Il avait un bleu laid sur la joue gauche et une coupure cicatrisée sur le front. Mais le pire n'était pas son apparence physique. Le pire était le regard. Ses yeux étaient morts. J'ai couru pour l'embrasser, mais il m'a tenu par les épaules avant, avec délicatesse, et a dit « Germaine, écoute-moi attentivement. » Sa voix était rauque, tremblante. « J'ai besoin que tu me pardonnes d'avoir disparu. J'ai besoin que tu aies confiance en moi. J'ai dû régler quelque chose de très sérieux de mon passé. Et je l'ai réglé. C'est fini, mais je ne peux pas te dire ce que c'est. Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » J'ai commencé à pleurer. Je lui ai demandé s'il avait une autre femme, s'il avait fait quelque chose de mal, s'il était en danger. Il a dit que non. Il a dit qu'il m'aimait plus que tout, qu'il aimait le bébé qui allait venir, qu'il ne m'abandonnerait jamais vraiment, mais qu'il existait quelque chose de son passé dont il avait besoin d'enterrer une fois pour toutes, et qu'il l'avait enterré. Je ne savais pas quoi penser. J'étais confuse, effrayée, blessée, mais j'aimais cet homme. Je l'aimais de chaque morceau de mon cœur. Alors j'ai choisi de le croire, j'ai choisi de faire confiance, j'ai choisi de laisser ce sujet derrière et d'aller de l'avant. Il a pris un bain. J'ai soigné ses blessures avec de la teinture d'iode et un chiffon propre. Il n'a pas expliqué d'où venaient ces bleus, ces coupures. Il a seulement dit qu'il avait été difficile de régler ce qu'il devait régler. Cette nuit-là, il s'est couché à mes côtés dans le lit, a entouré mon ventre par derrière et a pleuré. Il a pleuré comme un enfant, sanglotait, tremblait de partout. Je n'avais jamais vu un homme pleurer de cette façon. J'avais tellement peur que je ne savais même pas quoi dire. J'ai juste tenu sa main et l'ai laissé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain, il est allé dans la ville voisine. Il a dit qu'il allait régler des choses de documents. Il est revenu en fin d'après-midi avec une enveloppe dans les mains.
Une grande enveloppe jaunâtre, de celles en papier épais. Elle était scellée avec de la cire rouge. Il est entré dans la maison, a pris le petit tabouret de la cuisine, est monté dessus et a placé cette enveloppe en haut de l'armoire de notre chambre. Là, dans le coin, près du mur, où on pouvait à peine voir. Quand il est descendu du tabouret, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Germaine, cette enveloppe ne peut être ouverte que quand je mourrai. Seulement quand je mourrai. Si tu l'ouvres avant, notre mariage se termine. Je partirai et tu ne me reverras jamais. Mais si tu attends, si tu m'aimes vraiment et que tu attends que je meure en premier, alors tu pourras l'ouvrir et alors tu comprendras tout. Tout ce que je ne peux pas dire maintenant. Tu promets ? » J'ai regardé cette enveloppe, je l'ai regardé lui et j'ai promis. Cela est devenu partie de notre vie. L'enveloppe est restée là en haut de l'armoire pendant 25 ans. 25 ans. Chaque fois que j'entrais dans la chambre, je la voyais. Chaque fois que je nettoyais la maison, j'enlevais la poussière en haut de l'armoire et je voyais l'enveloppe, jaunissant avec le temps, accumulant de la poussière, gardant des secrets. Les premières années, cette enveloppe me rongeait de l'intérieur. J'avais des cauchemars, je rêvais que je l'ouvrais et trouvais des choses horribles dedans. Lettre d'une autre femme, photo d'un autre enfant, confession de crime. Je me réveillais en suant avec le cœur qui battait fort, mais j'avais promis et j'étais une femme de parole. Notre fille est née en décembre 1963. Une belle petite fille, potelée, avec des yeux verts comme son père. On lui a donné le nom de Geneviève, qui était le nom de sa grand-mère qui était morte. Théodore était heureux quand elle est née, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il ne prenait pas la petite dans ses bras. Quand elle était bébé, c'était toujours moi qui m'occupais d'elle, qui lui donnais le bain, qui la changeais, qui la berçait. Il restait à regarder de loin, avec ce regard triste, mais ne s'approchait pas. Je lui ai demandé une fois pourquoi il ne prenait pas sa fille dans ses bras. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit « J'ai peur, Germaine. J'ai peur de lui faire mal sans le vouloir. Mes mains sont trop grandes, trop brutes. Je ne suis pas né pour être père. » Cela m'a brisé le cœur. J'ai insisté, j'ai forcé, jusqu'à ce qu'il commence à prendre Geneviève un peu, mais toujours avec précaution, toujours avec peur, toujours un peu distant. Les années passaient, Geneviève grandissait, Théodore travaillait dur, je m'occupais de la maison, de la fille. On vivait une vie normale, on n'était pas riche, mais on ne manquait de rien non plus. On avait de la nourriture sur la table, des vêtements propres, la petite allait à l'école. C'était une vie ordinaire, mais cette enveloppe était toujours là, me rappelant toujours qu'il y avait une partie de mon mari que je ne connaissais pas, une partie sombre, une partie qu'il avait enfermée dans ce papier scellé. Il y a eu des moments où j'ai failli l'ouvrir. Mon Dieu! Il y a eu des nuits où je suis restée debout devant l'armoire, avec le tabouret à côté, regardant cette enveloppe, la main tremblant d'envie de la prendre et de la déchirer. Mais je me souvenais toujours de la promesse, toujours de la façon dont il m'avait regardé ce jour-là, et je laissais tomber. Geneviève a eu 7 ans. Elle est entrée à l'école pour de vrai, a commencé à avoir des petites amies, et il y avait une petite amie spéciale qu'elle a amenée à la maison un jour. Une fillette du même âge qu'elle appelait Sylvie, fille de Madame Marguerite, la voisine qui habitait 3 maisons plus bas. Madame Marguerite avait adopté Sylvie quand elle était bébé, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et une parente avait donné l'enfant pour qu'elle l'élève. Geneviève et Sylvie sont devenues meilleures amies. Elles étaient inséparables. Elles étudiaient ensemble, jouaient ensemble, dormaient l'une chez l'autre, 2 gouttes d'eau. Et vous savez ce qui était le plus curieux ? Les deux se ressemblaient. Elles avaient les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux châtains. Les gens de la rue commentaient toujours. On dirait des sœurs, ces petites. On riait, je riais. Mais Théodore ne trouvait pas ça drôle. Chaque fois que Sylvie venait à la maison, il devenait étrange. Il sortait dans la cour, inventait qu'il devait réparer quelque chose, évitait de regarder la petite. Je trouvais cela bizarre, mais je n'y accordais pas beaucoup d'importance. Je pensais qu'il était timide avec les enfants des autres. Mais maintenant, je sais la vérité. Maintenant, je sais pourquoi il ne pouvait pas regarder cette petite. Les années ont continué à passer. Geneviève a grandi, Sylvie a grandi,
Les deux sont restés amis. Théodore est resté distant de sa fille. Il travaillait, rentrait à la maison, mangeait, dormait. Il n'allait pas aux fêtes d'anniversaire de Geneviève, n'allait pas aux fêtes de l'école, inventait toujours une excuse. Je me disputais avec lui, je lui demandais pourquoi il était si froid avec la petite. Il disait qu'il aimait sa fille, mais qu'il ne savait pas le montrer, qu'il n'avait pas le tour pour ces choses de câlins, d'embrassades. Je croyais ou je faisais semblant de croire. Et cette enveloppe continuait là, toujours là, me surveillant, gardant les secrets de mon mari. Jusqu'à ce qu'arrive l'année 1989. Théodore avait 61 ans, j'avais 53 ans. Geneviève avait 26 ans et était déjà mariée, avait quitté la maison. C'était juste lui et moi dans cette petite maison. Et c'est cette année-là que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose de très mauvais avec Théodore. Il oubliait les choses, oubliait où il avait mis l'outil, oubliait le nom des gens. Un jour, il est allé à l'épicerie acheter des cigarettes et a oublié le chemin du retour. Il est resté à marcher dans la rue, perdu, jusqu'à ce qu'un voisin le ramène. Je l'ai emmené chez le médecin. Le docteur a fait des tests, a posé des questions et m'a appelé dans son cabinet toute seule. Il a dit « Madame Germaine, votre mari a Alzheimer. C'est une maladie qui va le faire oublier tout petit à petit. Il n'y a pas de cure. » Je suis sortie de ce cabinet et me suis effondrée en pleurant dans la rue. Mon mari allait m'oublier, allait oublier notre vie ensemble, allait tout oublier. Et c'est là que j'ai pensé à l'enveloppe. S'il allait tout oublier, il allait oublier l'enveloppe aussi, et j'allais pouvoir l'ouvrir. La maladie de Théodore n'est pas arrivée d'un coup. Ce n'était pas comme éteindre une lumière. C'était comme une bougie qui fond doucement, qui coule de la cire chaude, qui s'éteint petit à petit jusqu'à ne devenir que fumée et obscurité. Et j'ai dû tout voir, chaque petit morceau de lui, s'éteindre devant moi. Les premiers mois après le diagnostic, en 1989, les choses étaient encore contrôlables. Il oubliait de petites choses, où il avait laissé ses lunettes, quel jour de la semaine c'était, le nom du nouveau voisin, des choses qu'on pouvait négliger, qu'on pouvait même trouver normales pour l'âge, mais je savais que ce n'était que le début. Le docteur m'avait prévenu, avait dit que ça allait empirer, que dans quelques années, il ne me reconnaîtrait plus. Je pleurais en cachette. Je pleurais dans la salle de bain avec le robinet ouvert pour qu'il n'entende pas. Je pleurais quand j'allais au marché et que je voyais des couples de personnes âgées marcher main dans la main, discutant, riant. Je savais que ça ne serait jamais nous, que Théodore allait s'éteindre avant qu'on puisse vieillir ensemble vraiment. Mais vous savez ce qui me consumait plus que la tristesse ? C'était cette enveloppe, cette maudite enveloppe en haut de l'armoire, parce que maintenant, elle était devenue une possibilité réelle. Théodore allait oublier qu'elle existait, allait oublier la promesse qu'il m'avait fait faire et j'allais pouvoir l'ouvrir sans briser ma parole, techniquement. Parce que comment brise-t-on une promesse faite à quelqu'un qui ne se souvient même plus que la promesse existait ? Mais était-ce juste ? Était-ce juste de faire cela ? Cette question me tourmentait jour et nuit. Je restais couché dans le lit, regardant le plafond sombre, écoutant Théodore ronfler à mes côtés, et je pensais « Est-ce que Dieu va me pardonner si j'ouvre ? Est-ce que j'ai le droit de savoir après 20 et quelques années à garder cela sans demander ?» Et la réponse ne venait jamais. Seulement plus de doute, plus d'angoisse, plus d'envie de monter sur ce tabouret et d'en finir avec ça. Théodore a empiré vite, plus vite que ce que le docteur avait dit qu'il allait empirer. En 1990, un an après le diagnostic, il était déjà très confus. Il y a eu un jour où il s'est réveillé et ne savait pas qui j'étais. Il m'a regardé dans la cuisine en train de faire du café et a demandé « Vous êtes la nouvelle infirmière ?» J'ai senti un coup de couteau dans la poitrine. J'ai respiré profondément et j'ai dit « Non, mon amour, c'est moi, Germaine, votre épouse. » Il est resté à me regarder avec cet air perdu, puis a hoché la tête et a dit « Ah, oui, bien sûr, désolé. » Mais je savais qu'il ne m'avait pas reconnu. Il était juste d'accord parce qu'il avait vu que j'étais triste. Geneviève venait visiter toutes les semaines. Elle souffrait aussi de voir son père comme ça. Un jour, elle est arrivée et il l'a appelée Simone. « Simone, tu es venue ?» Il a dit ça avec les yeux brillants, avec un sourire que je ne voyais pas depuis longtemps.
Geneviève m'a regardée sans comprendre. « Qui est Simone, maman ?» J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit que ça devait être une ancienne connaissance à lui, une cousine, je ne sais pas. Mais ce nom est resté à marteler dans ma tête. Simone. Qui était Simone? Cette nuit-là, quand Théodore dormait, je suis restée à regarder l'enveloppe. Est-ce que la réponse était là? Est-ce que Simone avait quelque chose à voir avec son secret? Mais je n'ai toujours pas eu le courage d'ouvrir. Les mois passaient et Théodore disparaissait. Non, pas son corps. Le corps était toujours là, marchant dans la maison, s'asseyant sur la chaise, mangeant la nourriture que je faisais. Mais la personne de lui était partie. Il a arrêté de m'appeler par mon nom, a arrêté de reconnaître la maison où on habitait. Il y a eu un jour où il a voulu sortir pour aller à la maison. J'ai dit qu'on était déjà à la maison. Il s'est fâché, a dit que ce n'était pas sa maison, que sa maison était ailleurs, qu'il voulait partir. J'ai dû fermer la porte à clé pour qu'il ne sorte pas perdu dans la rue. C'était horrible. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais vécue. Voir l'homme que j'avais aimé pendant 30 ans devenir un étranger. Un étranger qui habitait avec moi, que je devais laver, dont je devais changer les vêtements quand il se salissait, que je devais nourrir à la bouche parce qu'il oubliait comment bien mâcher. Geneviève m'aidait comme elle pouvait. Elle a payé une fille pour venir 3 fois par semaine m'aider à prendre soin de lui. Joséphine, une jeune fille, forte, qui savait s'occuper des malades. Elle lui donnait le bain, lui coupait les ongles, le faisait marcher un peu dans la maison pour ne pas atrophier les jambes. J'étais reconnaissante de l'aide, mais en même temps, j'étais jalouse. Jalouse qu'une autre personne s'occupe de mon mari. Même s'il n'était plus vraiment mon mari. Même s'il ne savait plus qui j'étais. Il y a eu un dimanche après-midi, ça devait être début 1991, Geneviève est venue déjeuner à la maison et a amené Sylvie avec elle. Les deux étaient toujours amis, même après être devenus adultes. Sylvie s'était mariée aussi, avait un petit enfant. Elle est entrée dans le salon portant le bébé dans ses bras et Théodore était assis dans le fauteuil, regardant le mur. Quand il a vu Sylvie avec le bébé, il a commencé à pleurer comme un enfant, sanglotant fort, les mains sur le visage. Sylvie était effrayée. « Monsieur Théodore, vous allez bien ? J'ai fait quelque chose de mal ?» Il n'a pas répondu. Il pleurait juste et pleurait. Je suis allée vers lui, je l'ai serré, j'ai essayé de le calmer. Il m'a doucement poussé et s'est levé du fauteuil en titubant. Il est allé dans la chambre et a fermé la porte. J'ai demandé pardon à Sylvie, j'ai dit que c'était la maladie, qu'il avait ses épisodes, mais à l'intérieur, j'étais pleine de questions. Pourquoi voir Sylvie avec un bébé l'avait fait pleurer comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait chez cette fille qui le touchait tant? Après que Geneviève et Sylvie soient parties, je suis entrée dans la chambre. Théodore était couché sur le côté, regardant le mur. Je me suis couchée derrière lui et j'ai demandé tout bas « Théodore, qui est Simone ?» Il est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé qu'il s'était endormi. Mais alors, il a parlé avec une voix faible, distante. Simone était ma femme. Je l'ai tuée. J'ai tué ma Simone. J'ai gelé. J'ai senti le sang quitter mon corps. Comment ça tu l'as tuée? De quoi tu parles? Il s'est tourné vers moi avec les yeux pleins de larmes et a dit « Je l'ai poussée. Elle était enceinte et je l'ai poussée. Elle s'est cognée la tête. Du sang, tant de sang. J'ai tué, j'ai tué. » Et alors il a recommencé à pleurer et à dire des choses sans sens, mélangeant tout, parlant de sang, de bébé, pleurant, de police, de prison. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si c'était du délire de la maladie ou si c'était vrai. Est-ce que mon mari avait tué une femme? Est-ce qu'il avait été marié avant? Est-ce qu'il était un assassin? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée à le regarder dormir à mes côtés, ronflant doucement, et je pensais « Qui es-tu? Qui es-tu vraiment ?» L'homme qui était couché là à mes côtés était un étranger, l'avait toujours été. J'avais vécu 30 ans avec un homme que je ne connaissais pas et l'enveloppe était là, en haut de l'armoire avec toutes les réponses. Mais je n'avais toujours pas ouvert parce que quelque chose en moi avait peur. Peur de ce que j'allais trouver, peur que la vérité soit pire que le doute. Les jours suivants, j'ai essayé de faire parler Théodore davantage de cette Simone, mais il ne se souvenait de rien.
Quand je demandais, il me regardait confus et disait « Simone. Qui? Je ne connais aucune Simone. » La maladie avait même emporté cette confession, avait effacé même cette culpabilité qu'il avait laissé échapper cet après-midi. Mais je n'ai pas oublié. J'ai gravé chaque mot et j'ai commencé à enquêter par moi-même. Je suis allé au bureau de l'état civil du village. J'ai fait semblant de chercher un ancien document de Théodore, acte de naissance, ce genre de choses. La fille qui s'occupait là-bas était la fille d'une connaissance à moi, alors elle m'a aidé à chercher dans les vieux archives. On n'a rien trouvé sur un mariage antérieur de Théodore, mais la fille m'a dit que s'il avait été marié dans une autre ville, il n'y aurait pas de registre là-bas de toute façon. Cela avait du sens. Théodore était venu de l'extérieur. Il avait pu être marié ailleurs. Je suis allé à la gendarmerie aussi. J'ai inventé une excuse quelconque pour le commandant. J'ai dit que j'organisais les papiers de mon mari à cause de sa maladie et que j'avais besoin de savoir s'il avait des problèmes en suspens, quelque chose d'ancien que je devais régler. Le commandant, qui était un vieil homme, qui nous connaissait, a dit qu'il n'y avait rien au nom de Théodore là-bas, mais a dit aussi que si c'était quelque chose de très longtemps, d'une autre région, il n'y aurait pas de registre dans la petite gendarmerie du village. Encore une impasse. J'ai essayé de demander aux gens qui connaissaient Théodore quand il est arrivé dans le village. Je suis allé chez Monsieur Albert, qui avait travaillé avec lui sur la construction de la route en 1962. Monsieur Albert était déjà très vieux, avec presque 90 ans, mais avait encore la tête bonne. Je lui ai demandé s'il se souvenait de quelque chose sur le passé de Théodore, d'où il était venu avant d'arriver dans le village. Monsieur Albert s'est gratté la tête et a dit « Écoute, Germaine, Théodore était très fermé, ne parlait pas de sa vie. Mais je me souviens qu'un jour, à l'heure du déjeuner, on parlait de famille, d'enfants, et il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il avait perdu un enfant. Il n'a pas dit comment, n'a pas dit quand, il a juste dit ça et est resté silencieux le reste de la journée. Un enfant. Il avait perdu un enfant. Tout se recoupait. La femme qu'il disait avoir tuée était enceinte et il avait perdu un enfant. Est-ce que l'enfant avait survécu quand la mère était morte? Est-ce que... Je suis rentrée à la maison avec la tête explosant de pensées et j'ai regardé cette enveloppe et j'ai pensé « Ça suffit, j'ai besoin de savoir. Je mérite de savoir. » Mais il manquait encore la dernière étape. Il manquait encore que Théodore oublie complètement l'enveloppe. Parce que même s'il ne se souvenait presque de rien, chaque fois que je nettoyais la chambre et montais sur le tabouret pour enlever la poussière en haut de l'armoire, il regardait, il surveillait, comme si quelque chose là au fond de sa mémoire confuse savait encore que cette enveloppe était importante, que cette enveloppe ne pouvait pas être touchée. Jusqu'à ce qu'arrive le jour. C'était un matin d'avril 1992, 3 ans depuis le diagnostic. Théodore allait très mal, ne marchait déjà plus bien. Il passait toute la journée assis dans le fauteuil à bascule sur la véranda, regardant le vide. Il ne parlait presque pas, balbutiait juste quelques mots sans sens de temps en temps. Joséphine avait augmenté les visites à 5 fois par semaine, parce que je n'y arrivais plus toute seule. Ce matin-là, je nettoyais la chambre. J'ai pris le tabouret, je suis montée et j'ai commencé à passer le chiffon en haut de l'armoire. L'enveloppe était là, comme toujours, jaunâtre, poussiéreuse. J'ai regardé Théodore. Il était dans le fauteuil à bascule, dos à la chambre, regardant la cour. Il ne faisait attention à rien. Et j'ai compris. Il avait oublié. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai entendu le bruit dans ma tête. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai tenue dans mes mains pour la première fois en presque 30 ans. Elle était lourde. Il y avait beaucoup de choses dedans. Papiers, photos, documents. Je suis descendue du tabouret doucement. J'ai regardé Théodore à nouveau. Il continuait dans le fauteuil, se balançant légèrement, étranger à tout. J'ai amené l'enveloppe dans la cuisine. Je me suis assise à la table, j'ai respiré profondément, j'ai regardé ce seau de cire rouge qui était là depuis 1963. Et j'ai pensé à la promesse. J'ai pensé à tout ce qu'on avait vécu. J'ai pensé à l'homme qu'il était quand je l'ai connu, au mari qu'il avait été, au père distant qu'il avait été pour Geneviève. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai regardé cette enveloppe et choisi de ne pas l'ouvrir. Toutes les fois où j'ai respecté sa volonté, même sans comprendre.
Mais maintenant, il n'avait plus de volonté. Il n'avait plus rien. Il était juste un corps vide dans un fauteuil à bascule, attendant que la mort vienne. Et j'avais besoin de savoir la vérité avant d'enterrer cet homme. J'ai déchiré le seau. Le bruit de la cire qui se brisait était fort dans le silence de la cuisine. On aurait dit le tonnerre, on aurait dit le monde qui se fendait. J'ai ouvert le rabat de l'enveloppe avec les mains qui tremblaient tellement que j'ai failli déchirer le papier. J'ai retourné l'enveloppe la tête en bas sur la table. Il est tombé tellement de choses que je me suis effrayée. Il y avait des photos, des documents, des coupures de journal, des lettres, tout vieux, jaunis, tachés par le temps. Je suis restée à regarder ce tas de papier devant moi, ne sachant pas par où commencer. Mon cœur battait à tout rompre. Ma vue était embuée de larmes que je ne savais même pas que je versais. J'ai pris la première photo. C'était une femme, une belle femme, avec des cheveux courts, tenant un bébé dans ses bras. Au dos de la photo était écrit avec une belle écriture « Simone et Théodore Junior, 1959 ». J'ai retourné la photo et j'ai regardé le visage de cette femme. Elle souriait, avait l'air heureuse, avait l'air vivante. Et ce bébé dans ses bras, ce bébé était le fils de mon mari, fils qu'il avait eu avec une autre femme avant de me connaître. J'ai pris une autre photo. C'était Théodore, mais un Théodore que je n'avais jamais vu. Plus jeune, plus maigre, avec les cheveux noirs coiffés en arrière. Il était à côté de la même femme de l'autre photo. Les deux étaient devant une petite maison. Il avait le bras autour d'elle, mais son visage à lui était sérieux. Il ne souriait pas. Il avait une bouteille d'alcool dans sa main. J'ai bien regardé cette photo et j'ai eu un frisson. Parce que je connaissais ce regard. C'était le même regard qu'il avait quand il est revenu après avoir disparu pendant 2 semaines en 1963. Le regard de quelqu'un qui porte de la culpabilité. J'ai pris une coupure de journal. Elle était vieille, se défaisait presque dans mes mains. La date en haut disait 15 août 1963. Le titre disait « Femme enceinte meurt après une chute à domicile ». Mari arrêté. J'ai lu tout l'article. J'ai lu chaque mot et chaque mot était un coup de couteau. Simone Dubois, 26 ans, enceinte de 8 mois, est décédée hier soir après avoir subi un traumatisme crânien à son domicile. Selon les témoins, la victime a eu une dispute avec son mari, Théodore Martin, 27 ans, qui était ivre. Pendant la dispute, il aurait poussé son épouse, qui est tombée et s'est cogné la tête contre le coin de la table. Le mari a été arrêté en flagrant délit et emmené à la gendarmerie locale. Le bébé a été sauvé par césarienne d'urgence, mais la mère n'a pas résisté. Le couple avait un fils de 4 ans qui était dans la maison au moment du crime. J'ai dû arrêter de lire. J'ai dû appuyer ma main sur la table parce que la cuisine tournait. Théodore avait tué son épouse. Il avait tué une femme enceinte, il était allé en prison. Tout ce qu'il avait balbutié cet après-midi n'était pas du délire, c'était la vérité, c'était une confession. J'avais épousé un assassin. J'ai pris un autre document. C'était un acte de décès. Théodore Martin Junior, décédé le 10 octobre 1963. L'enfant de 4 ans, son fils, était mort 2 mois après la mère. La cause du décès disait « pneumonie aiguë ». Une annotation manuscrite « enfant décédé sous la garde de la grand-mère maternelle ». Père était en prison et n'a pas assisté à l'enterrement. Il avait tout perdu, la femme qu'il avait tuée, le fils de 4 ans qui était mort de maladie et le bébé. J'ai pris un autre document, acte de naissance. Nom, Marie Dubois, née le 14 août 1963. Mère, Simone Dubois, décédée. Père, Théodore Martin, emprisonné. Et en dessous, avec un autre type de stylo plus récent, il y avait un tampon. Adoption accordée le 20 septembre 1963. Parents adoptifs, Marguerite Rousseau et Pierre Rousseau, décédés. Marguerite Rousseau. Madame Marguerite, notre voisine, la mère adoptive de Sylvie. J'ai lâché le papier. Ma main ne pouvait plus rien tenir. J'ai regardé ce tas de documents sur la table et j'ai tout compris. J'ai tout compris dans une clarté si violente que ça faisait mal physiquement. Sylvie était la fille de Théodore. Sylvie était le bébé qui avait survécu quand il avait tué sa mère. Sylvie qui avait joué avec Geneviève toute sa vie. Sylvie qui venait dans notre maison. Sylvie
qu'il avait appelé Monsieur Théodore toute sa vie sans savoir qu'il était son père. Les deux étaient sœurs et on ne l'a jamais su. Et lui savait. Il a toujours su. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur cette chaise de la cuisine, regardant ces papiers éparpillés sur la table. Ça aurait pu être 10 minutes, ça aurait pu être 2 heures. Le temps s'était arrêté, le monde s'était arrêté. Il n'y avait que moi, cette table, et la vérité la plus cruelle que quelqu'un puisse découvrir sur la personne qu'on a aimée toute sa vie. Mon mari était un assassin. Mon mari avait tué sa femme. Mon mari avait une fille qui avait grandi à 3 maisons de distance de nous. Une fille qui avait été la meilleure amie de notre fille depuis petite. Et il savait. Il a toujours su et a porté cela seul pendant 30 ans. J'ai pris une autre lettre du tas. Mes mains tremblaient tellement que le papier faisait du bruit. C'était une lettre manuscrite avec une belle écriture féminine. La date dans le coin disait « Mars 1964 ». J'ai commencé à lire. « Théodore, espèce de créature maudite, tu as tué ma fille, tu as enlevé Simone à moi. Elle était enceinte, elle était heureuse avec ce bébé qui arrivait, et toi, ivre, misérable, tu l'as poussée. Tu as tué ma fille et tu as tué mon petit-fils. Théodore Junior est mort parce que tu n'étais pas là pour t'occuper de lui. Il est mort de pneumonie parce que tu étais en prison, parce que personne n'avait d'argent pour un bon médecin. 2 morts sur tes épaules. Et la petite, Marie, je l'ai donnée à l'adoption, parce que je ne peux pas regarder son visage sans te voir. Je ne peux pas élever la fille de l'homme qui a tué ma Simone. Je te maudis, Théodore. Où que tu sois, j'espère que tu souffres tous les jours de ta vie. J'espère que tu n'aies jamais de paix. J'espère que Dieu te punisse comme tu le mérites. Hélène Dubois. La mère de Simone, la grand-mère du bébé. Elle l'avait maudit, avait donné la petite fille à l'adoption parce qu'elle ne pouvait pas regarder l'enfant. Et le garçon de 4 ans était mort. Il était mort parce que le père était en prison et qu'il n'y avait personne avec de l'argent pour bien traiter la pneumonie. Il avait détruit toute une famille, avait tout détruit. J'ai pris une autre lettre. Celle-ci était différente. C'était son écriture, l'écriture de Théodore, tremblante, tordue. Mais c'était la sienne. Il n'y avait pas de date, mais d'après le papier, elle semblait plus récente. J'ai commencé à lire et les larmes ont commencé à tomber sur la table, mouillant les autres papiers. Germaine, si tu lis ceci, je suis déjà mort ou j'ai oublié. J'ai tout oublié et tu as ouvert parce que tu n'en peux plus de ne pas savoir. Je comprends. Je mérite que tu ouvres. Je mérite que tu saches qui je suis vraiment. Je suis un assassin, Germaine. J'ai tué ma première épouse, j'étais ivre, on s'est disputé. Je l'ai poussée et elle s'est cognée la tête sur la table. Elle était enceinte de 8 mois. Le bébé est né, mais elle est morte. Et mon fils, mon Théodore Junior, est mort 2 mois plus tard. J'étais en prison, je ne pouvais rien faire. Il avait une pneumonie et il n'y avait pas d'argent pour l'hôpital. Il est mort dans les bras de sa grand-mère, m'appelant. Et je n'étais pas là. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que j'ai bu, parce que j'ai été violent, parce que j'ai été l'homme que mon père m'a appris à être. Un homme brut, un homme qui résout les choses par les cris et la main. Je suis resté 6 mois en prison. Quand je suis sorti, la mère de Simone avait donné ma fille à l'adoption. Elle a fait disparaître la petite. J'ai cherché. Je jure que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je suis partie de la ville, je suis venue loin, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé d'être une autre personne, et puis je t'ai rencontrée. Et tu étais si bonne, Germaine, si pure, si différente de tout ce que je connaissais. Je suis tombée amoureux de toi vraiment. J'ai pensé que je pouvais recommencer. J'ai pensé que je pouvais enterrer le passé. Mais puis est venue la grossesse et est venue cette lettre. J'ai cherché parmi les papiers. Il y avait une autre lettre. Je l'ai prise. C'était d'un avocat. Daté d'octobre 1963. Monsieur Théodore, je vous informe que, conformément à votre demande, j'ai effectué une recherche sur le lieu où se trouve la mineure Marie Dubois, votre fille biologique. J'ai réussi à localiser à travers des contacts dans la région de la capitale que l'enfant a été adopté légalement par Marguerite Rousseau,
résidant rue des Fleurs, numéro 42, dans ce même village où vous résidez actuellement. L'adoption a été intermédiée par des connaissances de la famille Dubois. Madame Marguerite n'a pas connaissance de l'identité du père biologique de l'enfant. Elle sait seulement que la mère est décédée à l'accouchement. Maintien du secret comme convenu. Honoraire en attente du montant convenu. Alors c'était ça. C'était pour ça qu'il avait disparu pendant 2 semaines quand j'étais enceinte. Il venait juste de découvrir que sa fille, la fille qui avait survécu, habitait dans le même village que nous, à 3 maisons de distance. Il était parti la chercher, était allé la voir et était revenu détruit. J'ai continué à lire la lettre qu'il avait écrite. Quand j'ai découvert que Marie était ici dans la même rue, je n'y croyais pas. J'ai pensé que Dieu me punissait, me faisait la regarder tous les jours, sans pouvoir m'approcher, sans pouvoir dire que j'étais le père. Parce que comment est-ce que j'allais dire? Comment est-ce que j'allais aller voir Madame Marguerite et dire « Écoutez, je suis le père de la petite, celle que vous avez adoptée. Ah, et j'ai tué sa mère, j'ai tué sans le vouloir, mais j'ai tué. J'étais ivre et je l'ai poussée et elle est morte. Vous voulez me rendre la petite maintenant? » Personne n'allait me la rendre, Germaine. Personne n'allait laisser un assassin garder sa fille. Ils allaient penser que j'allais lui faire du mal aussi. Et peut-être qu'ils auraient raison, parce que j'avais peur de moi-même. Quand Geneviève est née, j'ai regardé cet enfant petit, fragile, et j'ai pensé, et si je lui fais du mal? Et si je m'énerve un jour? Et si je bois? Et si je redeviens cet homme, l'homme qui a tué Simone? J'avais tellement peur de toucher Geneviève que je préférais ne même pas m'approcher. Je sais que j'ai été un mauvais père. Je sais que la petite a grandi en pensant que son père ne l'aimait pas, mais c'était le contraire. Je l'aimais tellement que j'avais peur de la détruire, comme j'ai détruit tout ce que j'ai touché dans la vie. J'ai dû arrêter de lire. J'ai dû appuyer ma tête dans mes mains et pleurer. Pleurer pour lui, pleurer pour Geneviève, pleurer pour Sylvie, qui n'a jamais su qui était son vrai père. Pleurer pour moi, qui ai vécu 30 ans avec un homme sans connaître le poids qu'il portait sur ses épaules. J'ai respiré profondément et j'ai continué à lire. La partie la plus difficile a été quand Marie, à qui Madame Marguerite a donné le nom de Sylvie, est devenue amie avec Geneviève. Les deux étaient quoi petites, devaient avoir environ 7 ans. Geneviève l'a amenée à la maison pour la première fois et j'ai regardé cette petite et j'ai failli mourir. Elle était exactement comme Simone, les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux, la même bouche. C'était comme si Simone était revenue pour me hanter, pour me rappeler ce que j'ai fait. Et pire, les 2 petites se ressemblaient tellement, Geneviève et Sylvie, on aurait dit des sœurs. Et elles l'étaient, elles étaient sœurs et ne le savaient pas. Et je le savais et ne pouvais pas le dire. Comment est-ce que j'allais dire? Comment est-ce que j'allais détruire la vie des 2 en racontant une vérité qui n'allait apporter que de la douleur? Alors j'ai gardé ce secret avec tous les autres et j'ai souffert en silence. J'ai souffert chaque fois que Sylvie venait à la maison. J'ai souffert chaque fois qu'elle m'appelait Monsieur Théodore, chaque fois qu'elle riait, chaque fois qu'elle me regardait sans savoir que j'étais l'homme qui avait tué sa mère. Germaine, je n'ai plus bu. Depuis que je suis sortie de prison, je n'ai pas touché à l'alcool, pas une goutte, parce que j'avais peur de redevenir cet homme, ce monstre qui habite en moi. J'ai travaillé dur, j'ai travaillé jusqu'à me briser le dos tous les jours pour payer pour quelque chose, pour te mériter d'une certaine façon, pour être bon pour toi, puisque je n'ai pas réussi à être bon pour personne d'autre. Je t'aime, Germaine. Je t'ai aimé depuis le premier jour et je demande pardon. Pardon d'avoir menti, d'avoir caché, de ne pas avoir été le mari que tu méritais, de ne pas avoir été le père dont Geneviève avait besoin. J'ai tout fait de travers. Je n'ai réussi qu'une chose, t'aimer vraiment. Théodore. La lettre était terminée. Je suis restée à regarder cette dernière phrase. Je n'ai réussi qu'une chose, t'aimer vraiment. Et j'ai pleuré encore plus parce que je savais que c'était vrai. Il m'avait aimé à sa façon tordue, à sa façon brisée, mais il avait aimé. J'ai pris un autre document. C'était un ancien certificat de décès, de Simone. Il y avait un sceau de l'hôpital.
Il disait qu'elle était arrivée à 22 heures avec un traumatisme crânien grave. Une césarienne d'urgence avait été faite. Le bébé avait survécu. Elle était décédée à 23h40, pas même 2 heures après être arrivée à l'hôpital. Il y avait aussi une photo d'elle dans le cercueil. Quelqu'un avait pris une photo. C'était la coutume autrefois, cette chose morbide de photographier les morts. Elle portait une robe blanche, les mains croisées sur la poitrine, les yeux fermés. On aurait dit qu'elle dormait. On aurait dit en paix. Mais je savais que ça n'avait pas été en paix. Ça avait été de la violence, ça avait été de la douleur. J'ai cherché davantage parmi les papiers. Il y avait des coupures de journal sur son arrestation, sur le procès. Il n'avait eu que 6 mois, parce que l'avocat avait réussi à plaider que c'était sans intention de tuer, que c'était un accident domestique, qu'il était repentant. 6 mois pour avoir pris une vie, pour avoir laissé un enfant sans mère, pour avoir tué un bébé encore dans le ventre, qui n'a survécu que parce qu'ils ont ouvert la mère. Quelle justice était-ce? Il y avait aussi la lettre de la mère de Simone. Plusieurs lettres, toutes l'insultant, le maudissant, souhaitant qu'il meure de façon horrible. Je ne la blâmais pas. Si quelqu'un avait tué Geneviève, je voudrais aussi que la personne souffre éternellement. Et il y avait une dernière chose au fond de l'enveloppe, un petit papier plié. Je l'ai ouvert. C'était un certificat de baptême de Théodore Junior, le garçon de 4 ans qui était mort. Il y avait la date du baptême, il y avait le nom des parrains et derrière, avec une écriture d'enfant, était écrit « Papa, je t'aime ». Ça devait être un dessin que le garçon avait fait, un papier qu'il avait gardé. Cela m'a brisé en deux parce que Théodore avait aussi perdu ce garçon. Ce garçon qui avait écrit « Papa, je t'aime » et était mort 2 mois après, l'appelant, et lui n'était pas là. Il était en prison en train de payer pour ce qu'il avait fait. J'ai remis tous les papiers ensemble, j'ai tout mis dans l'enveloppe. Mes mains étaient sales de vieille poussière, d'encre de journal décoloré, de larmes. J'ai regardé cette enveloppe qui avait gardé tant de secrets pendant si longtemps et j'ai pensé « Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Je pouvais le dire à Geneviève. Je pouvais dire que son père avait tué une femme, qu'il avait une autre famille avant, que sa meilleure amie était sa sœur. Mais quel bien cela ferait? Ça ne ferait que détruire plus de gens. Ça ferait souffrir Geneviève. Ça ferait souffrir Sylvie. Les deux étaient que des femmes faites maintenant. Elles avaient leur vie, leur mari, leurs enfants. Pourquoi jeter une bombe comme ça dans leur vie? Je pouvais le dire à Madame Marguerite. Je pouvais aller chez elle et dire « Écoutez, Sylvie est la fille de mon mari. Il a tué sa mère. Vous avez adopté la fille d'un assassin. » Mais Madame Marguerite était déjà vieille, était déjà malade du cœur. Une nouvelle comme ça pourrait la tuer et Sylvie souffrirait de toute façon. Ou je pouvais ne rien dire. Je pouvais garder ce secret comme Théodore l'avait gardé. Je pouvais laisser tout le monde vivre en paix dans leurs mensonges. Laisser les 2 filles continuer à être amies sans savoir qu'elles sont sœurs. Laisser Sylvie continuer à penser que sa mère est morte à l'accouchement de cause naturelle. Laisser tout comme c'était. Mais est-ce que j'y arriverais? Est-ce que je pourrais regarder Sylvie et ne pas voir sa fille à lui? Est-ce que je pourrais regarder Geneviève et ne pas penser à la demi-sœur qu'elle a et ne sait pas? Est-ce que je pourrais vivre avec ce poids? J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Théodore était toujours dans le fauteuil à bascule sur la véranda, se balançant doucement, regardant le vide, étranger à tout. Étranger au chaos qu'il avait laissé derrière. Étranger au fait que je venais juste de découvrir toute sa vie. Et j'ai senti de la colère. Pour la première fois en 30 ans. J'ai senti de la colère contre lui vraiment. Colère pour m'avoir mise dans cette situation, pour m'avoir fait vivre un mensonge, pour m'avoir transformée en gardienne d'un secret que je n'ai pas demandé à garder. Il avait été lâche, avait tout gardé dans cette enveloppe et m'avait laissé la tâche de décider quoi faire avec ça, parce qu'il savait. Il savait que j'allais l'ouvrir un jour. Il savait que la maladie allait le faire oublier ou que la mort allait arriver. Et alors j'allais rester avec la bombe dans les mains. J'allais devoir décider seul quoi faire, si je racontais ou si je cachais, si je faisais tout exploser ou si j'avalais encore ce poison. Il m'avait passé sa malédiction. Je me suis levée de la chaise, j'ai rangé l'enveloppe dans le placard de la cuisine, derrière les vieilles casseroles que personne n'utilisait.
J'ai lavé mon visage dans l'évier, je l'ai séché avec la serviette, j'ai regardé dans le petit miroir qui était accroché au mur. J'étais vieille, j'étais fatiguée. J'avais 56 ans, et on aurait dit que j'en avais 80. Je suis allée sur la véranda. Je me suis assise sur la chaise à côté de Théodore. Il m'a regardée, ne m'a pas reconnue, ne me reconnaissait jamais plus, mais a souri ce sourire vide qu'il faisait maintenant à tout le monde. J'ai tenu sa main, la grande main, épaisse, pleine de callosité de travail dur. La même main qui avait poussé une femme enceinte, la même main qui m'avait serré avec affection pendant 30 ans. Comment est-ce que les mêmes mains pouvaient faire des choses si différentes? Je suis restée là assise avec lui jusqu'à ce qu'il fasse noir. Je n'ai rien dit, je suis juste restée là à penser, essayant de comprendre, essayant de décider. Les jours suivants, je ne pouvais rien regarder de la même façon. Quand Geneviève venait visiter, je la regardais et je voyais la demi-sœur qu'elle avait. Quand je croisais Madame Marguerite dans la rue, je pensais « Vous élevez la fille de l'homme qui a tué sa mère ». Quand Sylvie passait devant la maison avec son petit enfant dans les bras, je pensais « Votre grand-père est assis ici sur la véranda et vous ne le savez pas ». Tout avait changé, mais rien n'avait changé. La vie continuait pareille à l'extérieur, mais à l'intérieur tout était détruit. Il y a eu un après-midi où Geneviève est venue déjeuner et a amené Sylvie avec elle. Elles étaient allées faire des courses ensemble et sont passées ici pour prendre un café. J'ai fait un gâteau, j'ai fait du café fort, comme elles aimaient. On s'est assises à la table de la cuisine en discutant, elles riant de quelque chose, racontant des histoires, parlant de leur vie. Et je les regardais. Je regardais les deux filles que j'avais vues grandir, les deux filles qui étaient sœurs et ne le savaient pas. Elles se ressemblaient tellement, pas seulement physiquement, dans la façon de parler, dans la façon de rire, dans la façon de froncer le nez quand elles n'aimaient pas quelque chose. Le sentir, n'est-ce pas? Même sans savoir, le sentir. Sylvie a pris la tasse de café et a dit « Madame Germaine, vous allez bien? Vous êtes très silencieuse aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire et j'ai dit que j'étais juste comme ça, que c'était juste la fatigue de m'occuper de Théodore. Elle l'a regardé là, dans le salon, couché sur le canapé et a dit « Ça doit être très difficile, n'est-ce pas, de le voir comme ça. Ma mère dit toujours que Monsieur Théodore était un homme si bon, travailleur, honnête. Elle dit que c'est une tristesse de le voir comme ça. Un homme si bon, travailleur, honnête. Si elle savait. » Geneviève a pris la main de Sylvie et a dit « On t'aide, maman. N'importe quoi dont vous avez besoin. Moi et Sylvie, on est comme des sœurs. Vous savez? N'importe quoi dont maman a besoin, il suffit de dire. Comme des sœurs. » Elles étaient vraiment sœurs et parlaient d'être comme des sœurs sans savoir que c'était vrai par le sang. J'ai eu envie de le dire là même. J'ai eu envie de tout lâcher, de dire « Vous n'êtes pas comme des sœurs, vous êtes sœurs, vraiment. Votre père, à toutes les deux, est là, couché sur le canapé. Il a tué ta mère, Sylvie. Il a tué sans le vouloir, mais il a tué. Et il a gardé ça pendant 30 ans, et maintenant je garde, et ça me tue de l'intérieur. Mais je n'ai pas parlé. J'ai juste souri et remercié. J'ai dit que tout allait bien, qu'on se débrouillerait, et elles sont parties. Les deux sont sorties par la porte, discutant, riant, bras dessus, bras dessous, sœurs qui ne savaient pas qu'elles étaient sœurs. Et je suis restée là dans la cuisine seule avec le poids de ce secret, seule avec la décision que je devais prendre. Dire ou ne pas dire, tout détruire ou laisser comme c'était. Vérité ou mensonge, douleur ou fausse paix. Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas quoi faire. Savoir tout et ne pouvoir rien dire est une torture qui n'a pas de nom. C'est comme avoir une bête vivante dans la poitrine, qui bouge, qui griffe, qui veut sortir par la bouche à tout prix. Et vous devez garder la bouche fermée, vous devez avaler, vous devez faire semblant que tout est normal, pendant qu'à l'intérieur vous pourrissez de secrets. J'ai commencé à éviter Sylvie. Chaque fois qu'elle venait visiter Geneviève et passait ici à la maison, j'inventais une excuse. Je disais que j'étais occupée, que je devais donner un médicament à Théodore, que j'avais du linge sur le fil à rentrer, n'importe quoi pour ne pas rester près d'elle, parce que je ne pouvais pas regarder le visage de cette fille sans voir Simone, sans voir la femme que mon mari avait tuée, sans penser qu'elle était là me souriant, m'appelant Madame Germaine,
sans savoir que l'homme couché dans ce salon était son père. Le père qu'il avait arraché du ventre de sa mère morte. Geneviève a remarqué que j'étais étrange. Un dimanche de mai 1992, elle est venue ici sans prévenir. Elle a frappé à la porte, est entrée et m'a trouvé dans la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre. Elle s'est assise sur la chaise et est restée à me regarder en silence. Je faisais semblant d'être concentrée sur les pommes de terre, mais je sentais le poids de son regard. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» elle a demandé enfin. Sa voix était inquiète. « Vous êtes différente, vous êtes maigre, vous avez des cernes, vous évitez tout le monde. C'est à cause de papa? Sa maladie a empiré ?» J'ai failli le dire. J'ai failli lâcher ce couteau dans l'évier, m'asseoir devant elle et tout lâcher. Mais alors, j'ai regardé le visage de ma fille, ce visage que je connaissais depuis qu'elle était née, ces yeux qui me regardaient avec tant d'inquiétude, tant d'amour. Et j'ai pensé, si je le dis, ce visage va changer pour toujours. Elle va me regarder différemment, va regarder son père différemment, va regarder sa meilleure amie différemment, va porter ça pour le reste de sa vie. Alors j'ai menti. J'ai dit que j'étais juste fatiguée, que m'occuper de Théodore me laissait épuisée, que je ne dormais pas bien. Elle a cru ou a fait semblant de croire, m'a serrée et a dit qu'elle allait engager une autre personne pour m'aider, que je ne pouvais pas tomber malade aussi. Après qu'elle soit partie, je me suis assise par terre dans la cuisine et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais menti à ma fille, parce que je devenais comme Théodore, gardant des secrets, vivant dans le mensonge, me transformant en une autre personne. Les semaines passaient et Théodore empirait. En juin de cette année-là, il a arrêté de marcher. Les jambes n'obéissaient plus. On a dû acheter un fauteuil roulant. Joséphine et moi le portions du lit au fauteuil, du fauteuil aux toilettes, des toilettes de retour au lit. Il était de plus en plus maigre, mangeait peu. Parfois, il oubliait d'avaler la nourriture et restait avec elle arrêté dans la bouche. Le médecin a dit que c'était une question de temps, que son corps abandonnait en même temps que sa tête, que je devais me préparer. Mais comment est-ce qu'on se prépare à enterrer quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on déteste et qu'on aime en même temps, parce que c'était ça que je ressentais. Je détestais Théodore pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il avait caché, pour la lâcheté de laisser cette enveloppe pour que je l'ouvre et reste avec le problème. Mais en même temps, je l'aimais. J'aimais l'homme qu'il avait été avec moi, le mari travailleur, l'homme qui n'avait jamais levé la main sur moi, qui n'était jamais rentré ivre à la maison, qui m'avait respecté pendant toutes ces années. Comment est-ce que je réunissais ces deux personnes dans ma tête? L'assassin et le mari dévoué, l'homme qui avait tué sa femme enceinte et l'homme qui m'avait aimé avec soin. Ça ne rentrait pas, ça n'avait pas de sens, mais c'était la vérité. Les deux choses étaient vraies en même temps. Il y a eu une nuit de juillet où j'étais couchée à ses côtés dans le lit. Il dormait, ronflait doucement. Je regardais son visage dans la pénombre de la chambre. Un visage que je connaissais si bien. Chaque ride, chaque marque, chaque fil de cheveux blancs. Et j'ai murmuré très bas, plus pour moi-même que pour lui. « Qui es-tu vraiment, Théodore? Tu es l'homme bon que j'ai connu ou tu es le monstre qui a tué cette femme ?» Il n'a pas répondu. Bien sûr qu'il n'a pas répondu. Il ne savait même plus qui j'étais. Il ne savait même plus son propre nom. La maladie avait même emporté sa culpabilité, avait effacé même le poids qu'il portait. D'une certaine façon, c'était une miséricorde. Il mourait en paix, sans se souvenir de rien du mal qu'il avait fait, pendant que je restais ici réveillée, portant le poids pour lui. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était juste qu'il oublie et que je doive me souvenir? En août, il s'est passé quelque chose qui m'a encore plus touchée. Madame Marguerite a eu un AVC. C'était de nuit. Son mari, Monsieur Pierre, a frappé à notre porte désespéré, demandant de l'aide pour appeler l'ambulance, parce que leur téléphone ne marchait pas. J'ai laissé Théodore dormir, j'ai mis un châle et je suis allée avec Monsieur Pierre jusqu'à chez eux. Madame Marguerite était tombée par terre dans le salon, consciente mais sans pouvoir bouger le côté droit du corps, la bouche tordue, l'œil tombant. L'ambulance a mis 40 minutes à arriver. Pendant tout ce temps, je suis restée à tenir sa main. Elle me regardait en essayant de parler, mais aucun son ne sortait. Juste un gémissement étrange et des larmes. Elle pleurait de frustration, de peur, de désespoir.
Je tenais sa main et disais « Calme, Madame Marguerite, tout va bien aller. L'ambulance arrive bientôt. » Et pendant que je tenais cette main, je pensais « Cette femme a élevé la fille de mon mari. Cette femme a aimé Sylvie comme sa vraie fille, sans savoir toute l'histoire, sans savoir que cette petite était le fruit d'un crime. Et si elle savait maintenant, si avant de mourir je disais la vérité, elle mérite de savoir. Mais je n'ai pas dit. Je n'ai pas eu le courage, ou je n'ai pas eu assez de cruauté. Je ne sais pas. Madame Marguerite est restée hospitalisée 3 semaines. Quand elle est rentrée à la maison, elle était en fauteuil roulant aussi. La moitié du corps paralysé, ne parlait plus, balbutiait juste, exactement comme Théodore. Sylvie a déménagé dans la maison de sa mère pour s'occuper d'elle, a quitté son travail, a laissé son mari s'occuper de leur maison et est allée habiter là-bas pour l'assister. Je voyais Sylvie tous les jours maintenant, parce qu'elle habitait 3 maisons plus bas. On se croisait dans la rue, au marché, à la pharmacie, quand elle allait chercher des médicaments, et chaque fois elle s'arrêtait pour discuter, pour se confier, pour pleurer sur mon épaule. « C'est tellement difficile, Madame Germaine, » elle disait avec les yeux rouges. « Voir ma mère comme ça, elle qui a toujours été si forte, si active, maintenant elle ne peut même pas tenir la cuillère toute seule. Elle ne peut pas parler, elle reste à me regarder avec ses yeux pleins de choses à dire et je ne comprends rien. » Je comprenais. Je comprenais parfaitement, parce que c'était exactement ce que je vivais avec Théodore. 2 maisons, 2 malades, 2 filles s'occupant d'eux, 2 vies en pause pour s'occuper de ceux qui mouraient lentement. Sylvie tenait ma main et disait « Au moins, on a l'une l'autre, n'est-ce pas? Moi et vous en train de passer par la même chose. Vous comprenez ce que je ressens ?» Et je hochais la tête et j'étais d'accord. Mais à l'intérieur, je pensais « Tu ne sais rien. Tu ne sais pas qu'on s'occupe de 2 personnes qui sont liées par le sang et par la tragédie. Tu ne sais pas que l'homme dans ma maison a tué la femme qui t'a mise au monde. » J'avais envie de crier, de la secouer par les épaules et de crier la vérité en plein dans son visage. Mais je ne le faisais pas. Je souriais juste, consolais juste, gardais juste un peu plus de poison en moi. Septembre est arrivé et Théodore a attrapé une pneumonie. La même maladie qui avait tué son fils 30 ans auparavant. Y a-t-il plus grande ironie que ça? Il était dans le lit, avec une forte fièvre, toussant, sifflant pour respirer. Le médecin est venu à la maison et a dit que c'était grave, qu'à son âge, avec sa maladie, une pneumonie pouvait être fatale. Il m'a donné un antibiotique fort, m'a dit de faire des nébulisations de 3 en 3 heures. Je me suis occupée de lui jour et nuit. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas bien mangé. Je restais là à côté du lit en faisant des nébulisations, donnant des médicaments, nettoyant la sueur de son front. Geneviève venait tous les jours aider. Joséphine restait plus longtemps. On se relayait pour y arriver. Et une nuit, pendant que je lui faisais une nébulisation, seul dans la chambre, Théodore a ouvert les yeux. Il était resté 2 jours presque sans ouvrir les yeux, perdu dans la fièvre. Mais cette nuit-là, il a ouvert et m'a regardé. Et pour la première fois en années, il semblait qu'il me reconnaissait. « Germaine », il a murmuré, la voix rauque, faible, mais c'était mon nom. Il avait dit mon nom. « Germaine, tu as ouvert l'enveloppe ?» J'ai gelé. J'ai arrêté avec la main dans l'air, tenant le masque de nébulisation. Il savait. De quelque part, là, au fond de son esprit malade, il savait que j'avais ouvert. J'ai ouvert. J'ai répondu. Ça ne servait à rien de mentir. J'ai ouvert quand tu as oublié. Il a fermé les yeux lentement. Une larme a coulé du coin de son œil. Tu me détestes maintenant? Je suis restée en silence. Je suis restée si longtemps en silence que j'ai pensé qu'il s'était endormi à nouveau. Mais alors j'ai répondu la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens pour toi, Théodore. Je t'ai tellement aimé et tu m'as tellement trompé. Tu étais un assassin et je ne savais pas. Tu avais une autre fille et je ne savais pas. Tu l'as laissé grandir près de nous sans rien dire. Comment est-ce que je fais avec ça? Il a ouvert les yeux à nouveau. Dis-leur, il a dit. Après ma mort, dis-le à Geneviève et à Sylvie. Elles méritent de savoir. Elles méritent de savoir qu'elles sont sœurs. J'ai été lâche. J'ai été lâche toute ma vie.
Mais toi, tu n'as pas besoin de l'être. Dis-le, Germaine, s'il te plaît. » Et alors, il a toussé, tellement toussé que tout son corps a tremblé. J'ai dû le tenir pour qu'il ne tombe pas du lit. J'ai remis le masque de nébulisation et quand la toux est passée, il s'était éteint à nouveau. Il était retourné dans cet endroit vide où la maladie le gardait. Mais ces mots sont restés. « Dis-leur. » Il m'avait demandé, m'avait donné la permission ou m'avait jeté la responsabilité encore une fois. Sa pneumonie s'est améliorée. Après une semaine d'antibiotiques forts, la fièvre a baissé, la toux a diminué. Il n'est pas mort cette fois, mais la frayeur avait servi à quelque chose. Elle m'avait fait réfléchir. Et s'il mourait et que je ne disais rien? Et si j'emportais ce secret dans la tombe avec lui? Geneviève et Sylvie continueraient à être amies sans savoir qu'elles sont sœurs. Elles continueraient à vivre leur vie normale, sans la douleur, sans le choc, sans la vérité. Serait-ce plus facile comme ça, ou serait-ce plus lâche? Octobre est arrivé, et Madame Marguerite a empiré aussi. Elle a eu un autre AVC, plus petit que le premier, mais son corps était déjà si fragile qu'il n'a pas bien supporté. Elle est restée hospitalisée 1 semaine. Quand elle est rentrée à la maison, elle allait plus mal. Elle n'ouvrait plus les yeux, ne réagissait à rien. Elle était pratiquement dans le coma. Sylvie était détruite. Je la voyais marcher dans la rue comme un zombie, sans dormir, sans manger, s'occupant de sa mère 24 heures sur 24. Geneviève allait là-bas aider, apportait de la nourriture, restait quelques heures pour que Sylvie puisse se reposer. Moi aussi j'y allais quand je pouvais, quand Joséphine était ici s'occupant de Théodore. Et chaque fois que j'entrais dans cette maison, que je voyais Madame Marguerite couchée dans ce lit d'hôpital qu'ils avaient loué pour elle, je pensais, cette femme va mourir sans savoir la vérité. Elle va mourir en pensant qu'elle a sauvé un enfant innocent, qu'elle a donné de l'amour à une petite qui n'avait personne. Et d'une certaine façon, elle a fait ça. Mais elle ne sait pas toute l'histoire, ne sait pas le sang que cette petite porte, le père qu'elle a. Un samedi matin, le 26 octobre 1992, Sylvie a frappé à ma porte désespérée. Elle était pieds nus, en chemise de nuit, les cheveux en désordre. « Madame Germaine, s'il vous plaît, aidez-moi. Ma mère ne respire pas bien, je ne sais pas quoi faire. » J'ai tout laissé et je suis allée avec elle. Quand je suis arrivée là-bas, Madame Marguerite avait les lèvres bleutées, la respiration très faible, presque imperceptible. J'ai dit à Sylvie d'appeler l'ambulance. Elle est partie en courant. Je suis restée là toute seule avec Madame Marguerite. J'ai tenu sa main, la main froide, sans vie, et j'ai murmuré « Madame Marguerite, vous avez été une bonne mère pour Sylvie. Vous lui avez donné de l'amour, vous lui avez donné une famille. Vous n'aviez aucune obligation, et malgré tout, vous avez ouvert la maison, ouvert le cœur. Ça ne change pas. Peu importe qui est son père, peu importe l'histoire. Vous êtes sa vraie mère, la seule qui compte. » Madame Marguerite n'a pas répondu, n'a pas bougé, mais j'avais besoin de dire ça. J'avais besoin de le dire à elle, ou à moi-même, ou à Dieu. J'avais besoin de dire qu'il y avait des choses qui étaient plus grandes que le sang, que l'amour d'une mère ne vient pas seulement du ventre, vient du soin, d'être présent, de choisir d'aimer. L'ambulance est arrivée, ils ont emmené Madame Marguerite. Elle est morte sur le chemin de l'hôpital. Le cœur s'est arrêté avant d'arriver. Sylvie était seule dans l'ambulance avec le corps de sa mère. Quand elle est arrivée à l'hôpital et que les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que ça avait été rapide, qu'elle n'avait pas souffert, Sylvie s'est effondrée. J'étais là. J'étais allée avec dans la voiture du voisin. J'ai serré Sylvie pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Elle pleurait comme un enfant qui a perdu sa mère, parce que c'était exactement ce qui venait de se passer. Et pendant que je la tenais, pendant que je sentais son corps trembler de sanglots, je pensais, est-ce que je lui dis maintenant? Est-ce que je lui dis que Madame Marguerite n'était pas sa vraie mère? Est-ce que je détruis même ce deuil? Mais comment aurais-je pu? Comment aurais-je pu regarder cette fille qui venait de perdre sa mère et dire « Ah, au fait, ton vrai père est mon mari. Il a tué ta vraie mère. Tu as une sœur que tu ne connais pas. Toute ta vie a été un mensonge. » Ah, je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu. Les funérailles de Madame Marguerite ont eu lieu 3 jours plus tard. C'était un mardi pluvieux, le ciel gris, le vent froid. Presque tout le village était là. Madame Marguerite était appréciée, était connue,
avait vécu toute sa vie dans ce village. Sylvie était à côté du cercueil, vêtue de noir, les yeux rouges et gonflés de tant pleurer. Geneviève était à ses côtés, la tenant par la taille, l'empêchant de tomber. Les deux ensemble, comme toujours, comme des sœurs qu'il était vraiment. Théodore était resté à la maison. Il n'était plus en état d'aller nulle part. Joséphine était restée avec lui pendant que j'allais aux funérailles. À l'église, pendant la messe, le curé a parlé de Madame Marguerite, de sa bonté, de sa générosité, de comment elle avait ouvert son cœur pour adopter Sylvie, pour donner de l'amour à un enfant qui n'avait personne. Elle était un exemple de charité chrétienne, le curé disait. Elle a aimé comme Dieu nous enseigne à aimer, sans condition, sans limite. Et c'était vrai. Madame Marguerite avait aimé Sylvie comme sa propre fille. Mieux peut-être que Théodore n'avait jamais aimé Geneviève. Elle avait été présente, avait été affectueuse, avait été une vraie mère. Le fait que Sylvie n'avait pas son sang ne changeait rien. L'amour n'a pas besoin de sang pour être réel. Après l'enterrement, tout le monde est allé à la maison de Sylvie pour le repas traditionnel, ces réunions qu'on fait après les funérailles où les gens mangent, boivent du café, racontent des histoires du défunt. J'y suis allée aussi. Je suis entrée dans cette maison où Madame Marguerite avait élevé Sylvie pendant tant d'années. La maison était pleine de monde, de voisins, de parents éloignés, d'amis. Geneviève m'a vue et est venue vers moi. Elle m'a serrée et a dit « Pauvre Sylvie, maman. Elle est comme ma sœur. Ça me fait tellement mal de la voir souffrir comme ça. Comme sa sœur. Elle l'était. Et elle ne savait pas. Je suis restée un peu, j'ai mangé un morceau de gâteau, j'ai bu du café, j'ai conversé avec quelques personnes. Mais je ne pouvais pas rester longtemps. Je devais retourner auprès de Théodore. Quand je suis rentrée à la maison, Joséphine m'a dit qu'il avait été agité toute la matinée. Qu'il avait essayé de parler, qu'il avait pleuré, qu'il avait crié quelque chose qui ressemblait à un nom, mais elle n'avait pas compris. Je suis allée dans la chambre. Théodore était couché, les yeux ouverts, regardant le plafond. Quand je me suis approchée, il a tourné la tête vers moi. « Elle est morte ?» il a demandé. La voix était faible, mais c'était une question claire. « Qui ?» j'ai demandé, même si je savais déjà. « Marguerite, la femme qui a pris ma fille. » Il savait. Même malade, même confus, quelque part dans cette tête qui oubliait tout, il savait que Madame Marguerite était morte. « Oui, » j'ai dit, « elle est morte hier. » Il a fermé les yeux. 2 larmes ont coulé de ses yeux fermés. « Maintenant, il ne reste que moi. » Il a murmuré. « Il ne reste que moi qui sais la vérité. Et je vais bientôt mourir aussi. Et la vérité va mourir avec moi. » « Tu m'as dit de la leur dire ?» Je lui ai rappelé. « Tu m'as demandé de dire à Geneviève et Sylvie. » Il a ouvert les yeux et m'a regardé. « Je me suis trompé, » il a dit. « Je me suis trompé de te demander ça. Ne dis rien, Germaine. Laisse-les vivre en paix. Laisse-les être heureuses sans savoir. La vérité ne va apporter que de la douleur. Laisse mourir avec moi. » Et puis, il s'est endormi. Ou s'est éteint. Je ne savais plus faire la différence. Les mois suivants ont été étranges. Théodore a continué à décliner lentement. Il ne parlait presque plus, ne bougeait presque plus. Il était comme un corps vide attendant que l'âme parte définitivement. Sylvie est restée dans la maison de sa mère adoptive. Elle a vendu sa propre maison, s'est séparée de son mari. Le mariage n'a pas supporté la pression de tout ce qui s'était passé. Elle vivait seule maintenant dans cette maison, 3 portes plus bas, essayant de refaire sa vie. Elle venait toujours parler avec moi. Presque tous les jours, elle passait, prenait un café, pleurait, se confiait. Et chaque fois, je portais ce secret qui pesait de plus en plus lourd. Geneviève venait aussi, s'occupait de son père, m'aidait avec les soins. Et les deux, Geneviève et Sylvie, continuaient amies, continuaient proches, continuaient à être des sœurs sans savoir qu'elles l'étaient. Et moi, je restais là au milieu, gardant le secret, portant le poids. Théodore est mort un matin de mars 1993. C'était un mardi, très tôt. Il s'est éteint dans son sommeil. Joséphine est arrivée pour lui donner le bain et l'a trouvé mort dans le lit, paisible, comme s'il dormait juste. Elle m'a appelée. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. Je suis allée dans la chambre et je l'ai vu là, immobile, le visage calme.
Mon mari était mort. L'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais détesté, l'homme que je n'avais jamais vraiment connu, était parti. Je me suis assise sur le lit à ses côtés. J'ai pris sa main, cette grande main qui avait tant travaillé, qui m'avait tant caressé, qui avait poussé une femme enceinte à la mort. « Tu es parti », j'ai murmuré. « Tu es parti, et tu as laissé tout ce gâchis derrière. Qu'est-ce que je fais maintenant, Théodore? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que je sais ?» Il n'a pas répondu. Bien sûr qu'il n'a pas répondu. Il était mort. Il était enfin libre de toute la culpabilité, de tous les secrets, de toute la douleur. Et moi, j'étais là, vivante, portant tout pour lui. Les funérailles ont été simples. Pas beaucoup de monde, juste la famille proche, quelques voisins, quelques anciens collègues de travail. Théodore était un homme discret, n'avait pas beaucoup d'amis. Geneviève pleurait. Elle pleurait son père même si lui ne l'avait jamais vraiment aimé comme il aurait dû. Même s'il avait toujours été distant, froid, absent. Elle pleurait quand même, parce que c'était son père. Sylvie était là aussi, à côté de Geneviève, la soutenant, l'embrassant, lui disant que tout irait bien. Les deux ensemble, prenant soin l'une de l'autre, comme des sœurs. Pendant la messe, j'ai regardé les deux. J'ai regardé mes deux filles, parce que d'une certaine façon, Sylvie était devenue ma fille aussi pendant toutes ces années. J'avais vu grandir les deux. J'avais pris soin des deux. J'avais aimé les deux. Et j'ai pris ma décision. Je n'allais rien dire. J'allais laisser le secret mourir avec Théodore. J'allais laisser les deux filles continuer à vivre leur vie, continuer à être amies, continuer à être heureuses dans leur ignorance. Parce que la vérité, parfois, fait plus de mal que de bien. Parce que certains secrets sont mieux gardés. Parce que l'amour qu'elles avaient, l'une pour l'autre, était plus important que le sang qu'elles partageaient. Après l'enterrement, je suis rentrée à la maison. J'ai sorti l'enveloppe du placard de la cuisine où je l'avais cachée. J'ai sorti tous les papiers, toutes les photos, toutes les lettres, et j'ai tout brûlé. J'ai brûlé dans la cheminée. J'ai regardé les photos de Simone se recroqueviller dans les flammes. J'ai regardé les lettres de sa mère se transformer en cendres. J'ai regardé les documents, les coupures de journal, tout devenir fumée et disparaître dans la cheminée. Quand tout a été réduit en cendres, quand il ne restait plus rien, j'ai pris l'enveloppe vide et je l'ai brûlée aussi. Et avec elle, j'ai brûlé la vérité. J'ai brûlé le passé de Théodore, j'ai brûlé le secret qu'il avait gardé pendant 30 ans, j'ai brûlé tout. Et maintenant, 30 ans plus tard, je suis là, à 78 ans, vivant seule dans cette même petite maison, regardant par la fenêtre la maison où Sylvie a grandi. Geneviève vit dans une autre ville maintenant, a des petits-enfants que je vois de temps en temps. Elle a refait sa vie, est heureuse. Sylvie s'est remariée aussi, vit toujours dans la maison de Madame Marguerite, a eu plus d'enfants. Elle passe encore ici de temps en temps, toujours m'appelant Madame Germaine, toujours avec ce sourire doux, sans savoir que le sang de son père coule aussi dans les veines de Geneviève. Les deux sont toujours amis. Pas aussi proches qu'avant. La vie éloigne les gens, mais quand elles se rencontrent, c'est toujours avec affection, avec câlin, avec ce lien spécial que seules les vraies sœurs ont. Et elles ne sauront jamais. Parce que j'ai décidé qu'elles ne sauraient jamais. J'ai porté ce secret pendant 31 ans depuis que j'ai ouvert cette enveloppe. 31 ans à vivre avec cette vérité enfermée dans ma poitrine. 31 ans à regarder les deux filles grandir, se marier, avoir des enfants, sans savoir qu'elles partagent le même père. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas. Même aujourd'hui, après tant d'années, je ne sais pas. Il y a des nuits où je me réveille et je pense, j'aurais dû le dire. Elles avaient le droit de savoir. J'ai volé quelque chose d'elles en gardant ce secret. Mais ensuite, je pense à tout le mal que la vérité aurait causé. Je pense à Sylvie découvrant que son père était un assassin, que sa vraie mère est morte par violence, que toute sa vie a été construite sur une tragédie. Je pense à Geneviève découvrant que son père avait une autre famille, qu'il avait tué une femme, que sa meilleure amie était en fait sa demi-sœur. Je pense à la douleur, à la confusion, à la destruction que cette vérité aurait causée. Et alors, je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi la paix plutôt que la vérité.
J'ai choisi de les protéger plutôt que de les libérer. Mais maintenant je suis vieille. Je suis malade. Le médecin m'a dit il y a quelques mois que mon cœur est faible, que je n'ai plus beaucoup de temps. Peut-être quelques mois, peut-être 1 an si j'ai de la chance. Et je dois décider quoi faire avec ce secret avant de mourir. Est-ce que je le prends avec moi dans la tombe? Est-ce que je laisse les 2 filles continuer leur vie sans jamais savoir? Ou est-ce que je dis la vérité avant de partir? Est-ce que je leur donne le droit de savoir, même si ça va leur faire mal? Je ne sais pas. Même maintenant, après avoir raconté toute cette histoire, je ne sais toujours pas. C'est pour ça que je suis ici, racontant tout cela, parce que j'avais besoin de sortir ça de ma poitrine. J'avais besoin que quelqu'un sache, même si ce quelqu'un est un étranger qui regarde cette vidéo. J'avais besoin de dire tout haut ce que j'ai gardé en silence pendant 31 ans. Et peut-être que vous, qui m'écoutez maintenant, pouvez me dire ce que je dois faire. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que je dois dire la vérité à Geneviève et Sylvie avant de mourir? Ou est-ce que je dois laisser le secret partir avec moi? Parce que franchement, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée, je suis vieille, je suis prête à partir. Mais je ne sais pas si je dois partir en laissant cette vérité enterrée, ou si je dois la déterrer une dernière fois avant de fermer les yeux pour toujours. Voilà. C'est mon histoire. C'est mon secret. C'est mon fardeau. Et maintenant, c'est le vôtre aussi. Parce que maintenant, vous savez. Vous savez ce que moi seule savais depuis si longtemps. Et peut-être que le simple fait de l'avoir dit, le simple fait que quelqu'un d'autre sache maintenant, peut-être que ça va rendre le poids un peu plus léger pour les derniers jours qu'il me reste. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir eu la patience d'entendre l'histoire d'une vieille femme qui a vécu toute une vie en gardant un secret qui n'était même pas le sien. Merci d'être là. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je la garde? Parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de savoir. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-Mère pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et ce que vous pensez que je devrais faire. Chaque commentaire m'aide à comprendre ce que je dois faire dans les jours qu'il me reste. Merci du fond du cœur.